Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodibi, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Vous commencez à aller à l'école. L'émission tourne déjà. Je lis beaucoup actuellement. Parce qu'il faut actualiser les connaissances. Juliette qui introduit l'émission avec son bon fond venu de Gézé ou je sais pas où. Bonjour. Non, c'est un crime quand même que vous ayez tout ce mal-là à me situer géographiquement au Bénin et à bien prononcer Gézin. Il faut pas mettre une teinte... Gézin, c'est Gézin, hein? Gézin, c'est quand même ce célèbre village lacustre à quelques 65 kilomètres à l'ouest de Cotonou. Il s'empêche pas, hein? Et puis, dans l'arrondissement d'Agatogo, le peuple Kouira se plaît bien à pérenniser cette tradition de pêcheurs à qui on n'arrache pas les grosses têtes de poissons pour faire du dacoin, faire du métier ou du fait accro. Et puis, le lien est tout fait avec les peuples Kouira qui sont frères. Mais pourquoi vous prenez ces terres comme si on était sous les cocotiers justement de Géza, en train d'attendre tous ces plats que vous venez d'annoncer comme ça? Mais vous auriez pu être plus docile à écouter l'histoire authentique d'un fils du terroir parce que cocotier... Un grand frère n'est pas docile à son petit frère. C'est une erreur quand vous parlez à Gézin, ce dont on parle le plus, c'est pas cocotier. C'est justement un grand popo. Voilà, que vous avez ça dans cette belle ville balnéaire que vous avez. Mais que vous le vouliez ou pas, chaque peuple est fier de sa culture et la richesse du Bénin, c'est aussi que chacun puisse dire, il est dans ce studio, Yves-Patrick Loco, il vous dira que, et ça fait partie des choses que moi j'aime bien. Non, faut le laisser dire lui-même. Quand il finit de travailler à fond, il va te dire que c'est avec plaisir qu'il choisit d'aller prendre sa viande de porc après le pont de Porto-Novo ou d'aller à Diarra. Décidément, il s'empêche pas. Il choisit d'aller à Vrong. Merci beaucoup. Yves-Patrick Loco, bonjour. Bonjour, Pays Ludovic Dagba. Si tu permets que j'aimerais un peu sur la belle histoire de Gézin. Aujourd'hui, c'est la digression. Hein. Il le faut parfois. Moi, je suis très content pour cette population-là, ce peuple autour du lac Aimé, de ces chenaux, puisque le dragage a commencé, même si c'est du côté de Roncon et du côté de Ouida et d'un bras de ce lac-là. Ça va permettre le retour des poissons qui longtemps ont fui ce lac-là, ce cours d'eau-là, parce que justement le comblement du lac faisant, les poissons ont fui. Oh là là. Mais ils reviennent progressivement. Et le port remplace les poissons? Oui, vous savez, le secteur piscicole béninois est très influencé par le congelé, mais c'est heureux que dans quelques mois, on ne va plus importer du congelé au Bénin. Super. Je crois que c'est vers 2023 finissant. Oui. Tout à fait. Il est aussi là, l'homme des collines, bonjour. Oui, bonjour, Peggy Ludovic Dagba. Vincent Fortuné à son bras. Un bonjour à Gilles-Léon Kitty, le grand frère. Qui nous a fait faux bon, hein. Qui a déserté le forum, mais qui est revenu. Et un bonjour particulier à l'homme des poissons, qui est parmi nous aujourd'hui. J'espère qu'il ne sera pas appelé comme l'autre. Bon, bref, je le disais tout à l'heure que Yves-Patrick Loco sait bien manger du porc. Mais vous oubliez qu'on est vendredi et que moi je suis un musulman. Attention, ne dites pas des choses comme ça quand même. Il ne faut pas blasphémer. Ils te mettent en danger. Ils me mettent en danger. C'est quoi ça? Vous êtes un musulman à qui on peut faire confiance pour ne pas se tromper volontairement de plat de viande. Bon, maintenant, parce que vous n'en avez pas du tout l'air. Je suis heureux de savoir que c'est un musulman. On peut toujours troquer la viande de porc contre celle de mouton.
Maintenant, faisons attention si les deux en viennent à se ressembler comme deux gouttes d'eau. Dieu... Le blasphème continue, hein. Le blasphème continue. Alors, je sais pas qui a pu lire ces jours-ci ce site-là, Djarobi. Vous connaissez Julien Kitty? Ah oui, moi je connais Djarobi parce que je le dis, et ça c'est un pur bonheur pour moi de le dire, lorsque je vois que pendant que je souffre intérieurement de voir la profession de journaliste en partie mourir, voir que un site d'information peut naître et en quelques semaines s'imposer d'abord par son orientation, s'imposer par la qualité des papiers, les sujets, et puis un art que on nous a presque à la manière d'un coup coranique, on nous a imposé à apprendre, c'était la construction des titres. La titraille. Lorsque vous avez fait la presse écrite, mais il y avait d'abord des gens d'ailleurs qui, parfois vous écriviez les papiers, vous laissez, il y avait des gens qui se consacraient à ça. D'accord? Qui revenaient faire les titres. C'était leur spécialité. C'est leur spécialité. Et vous étiez très heureux, c'était un challenge lorsque vous avez fini vos papiers de tellement raffiner vos titres que vous commencez pas à nourrir l'espoir que ces titres ne fussent pas changés. Ouais. Alors, lorsque un jour vos titres passent par le scanner de ces spécialistes-là et qui ne changent pas, vous êtes heureux. Mais j'ai vu... Très heureux. Très heureux. J'ai vu ce site-là, en quelques semaines, toucher à des sujets politiques, mais sous un autre prisme. Pas sous le prisme juste sensationnel, tel a dit que l'autre est un poltron, il est apatrie. On rapporte un peu comme des fans d'artistes qui allument le feu. Alors que le journaliste, quand il est au confluent de tout ça, quand il prend, il met sa marque. J'ai vu un titre qui a fait beaucoup jazzer la toile. Je peux ne pas être d'accord avec du point de vue idéologique. Je peux ne pas être d'accord avec le contenu. Le contenu où j'avais l'impression à la limite que les rédacteurs de Djarobi s'extasiaient à l'idée de voir la rupture, pour utiliser le mot, électrocuté par des histoires de détournement, alors que la rupture s'est positionnée comme, le régime de la rupture s'est positionné comme étant champion de la lutte contre la corruption. Mais quand moi je lis ça, je me dis, oui, ça titille un peu et tout, mais je dis, tant que du point de vue syntaxique, tant que du point de vue littéraire, ça paraît chose là aussi. Ça dit, on nous avait appris l'art d'attaquer, de peut-être faire mal à des gens parce que vous touchez à leurs intérêts, mais à la fin les faire sourire devant leur journal ou devant le papier qu'ils sont en train de lire. Il y a beaucoup qui ont réagi pour dire, ah non, mais est-ce qu'ils ont besoin d'utiliser ces mots-là pour dire... Et moi, je me suis amusé à écrire sur un forum où on discutait. J'ai dit, mais ces gens-là, ils n'ont pas pitié du président Patrice Talon. Comment ils ont pu, avec tout ce dispositif-là, faire ce genre de choses? Et après, je lis un autre papier, leur dernière publication en date, où ils disent, Boni Yahi, le chantier prioritaire de la rupture. Tout ce que je peux déplorer, et ça, je le mets en même temps dans une espérance que ils vont pas tout le temps tirer à boulet rouge sur le régime de la rupture. Ils vont aussi descendre dans les couloirs des organisations politiques dites de l'opposition, pour voir aussi, parce que il n'y a que ceux qui n'agissent pas qui ne se trompent pas. Ouais. Et les députés des démocrates, ils ont aussi des faits et gestes actuellement qui peuvent vous inspirer des papiers comme ça et même rentrer dans le registre des potins. Donc pour moi, ça permet de savoir qu'il y a encore aussi, la presse aussi, elle fait son travail de façon indépendante. Si on peut ne pas aller, on peut ne pas dépasser les Rubicons en versant dans les injures, dans la diffamation, mais en vérifiant les informations, c'est une très bonne chose. Donc c'est un site que moi j'ai commencé, auquel j'ai commencé à m'intéresser beaucoup parce que Pardon. Ils se sont imposés rapidement. Très rapidement. Alors, Yves-Patrick Coucou, est-ce que vous connaissez le site?
Vous avez fait une petite expérience? J'ai commencé par lire des articles du site. C'est vrai que je me suis demandé qui pouvait être derrière, mais à la lumière de ce que Au Bénin, là, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Hein. Il y a toujours quelqu'un derrière. Enfin, je veux parler des rédacteurs. Ah, d'accord. Voilà, c'est des noms que j'ai lu quelques papiers, je n'ai pas mis rapidement un visage sur les noms. Donc, je me dis que, bon, j'ai commencé par voir ça il y a quelques jours et je crois que c'est un bon travail qui se fait. Je vous annonce que c'est un site qui fait aussi le point de cette émission, point 7. Et franchement, l'une des dernières émissions, je sais pas, c'était l'émission sur l'interdiction de la croisade de Boni Yahi. Non, l'avant-dernière. L'avant-dernière, d'accord, voilà. Et vous allez nous dire un peu quelles sont les statistiques? Ah non, merci beaucoup. Et je voudrais d'entrée remercier quand même Gilles pour ses témoignages à l'endroit de Djarobi et de même que Yves-Patrick Loco. Merci. Et je voudrais tout de suite donner une suite favorable à l'une des requêtes de Gilles qui disait de rentrer dans l'arène de l'opposition également. Ça va être fait. Et c'est en cours, rassurez-vous, parce que c'est un journal. Nous n'avons pas de parti pris. Mais vous savez, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont en action, traînent beaucoup plus d'État que ceux-là qui ne gèrent rien. En ce moment, les autres, ils sont beaucoup plus dans l'observation et dans la critique. Mais ceux qui sont dans l'action sont plus dans le viseur. C'est ça qui a fait que vous sentez que peut-être nous sommes actuellement, nous tirons à boulet rouge trop sur le régime. Non, l'un s'en faut. Nous allons revenir, ou bien nous abordons tous les sujets. Et comme vous l'avez déjà dit, on fait l'effort de rester professionnel autant que faire se peut. Ça, c'est sincère. Maintenant, revenant à la dernière publication sur l'émission, je vous assure, c'est moi-même, j'ai été étonné de voir que le relais a fait un boom sur la toile. C'est bizarre, j'ai été étonné. Et toute la rédaction d'ailleurs, parce que quand j'ai vu tel que ça a pris de l'envol en moins d'une heure de temps, tel que ça a pris, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi dans l'émission? Et j'ai compris que, donc, point 7 est également suivi. Et ceux qui ont raté, certainement, le débat, se sont rabattus sur le compte rendu qui les a plu parce que ça fait vraiment, ça fait boum. Celui de la semaine dernière également n'a pas moins fait de lecteurs. Hein. Je crois que le site, en tout cas, est ouvert pour tous et à tous. Merci déjà, Vincent Fortuné Asogba, pour ce point qui a été fait sur ce site. Je crois que c'est un partenariat gagnant qui est né comme ça. Et nous allons... Je vais vous adresser la facture. Oui, il n'y a pas de problème. On est déjà en train de payer par ce coup de promo. Et on va s'entendre toujours. Oui, très rapidement, en une minute, parce qu'il faudra quand même qu'on entre... J'allais demander juste 30 secondes pour prévenir Monsieur Asogba de ce que si Djarobi fait si bien et que nous avons l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître en espace public, c'est de la même manière que si le site verse après, parce qu'on a déjà vu des journaux, des sites d'information débuter comme ça, c'est comme si c'était devenu la tradition, il y avait des journaux, des médias qui débutent en fureur, tout professionnel, pour accrocher, et après ils se moquent proprement aussi bien des lecteurs que de tous ceux qui, de loin et dans l'ombre, les admirent. Et je pense que nous devons tous maintenant prendre notre hache pour arracher les bras à tout média qui viendrait jouer à ce jeu avec nous pour après
fait sombrer la profession. Mais heureusement, nous avons des raisons suffisantes d'espérer parce que Monsieur Fortuné Assoba, il est reconnu, il a un parcours de journaliste, presse écrite quand même élogieux. Il a une équipe, pour la petite information que j'ai, il a une équipe de gens professionnels qui savent de quoi il s'agit. Ils n'ont pas des problèmes de sujets web compléments. Ils n'ont pas des problèmes, ils n'ont pas trop de retard de lecture. Parce que c'est des vérités qu'il faut qu'on commence par dire dans cette profession. Parce que il sauve correctement les membres de la grammaire. On peut tout nous reprocher. Et là, je parle sous le contrôle de Yves-Patrick Loco. On peut tout nous dénier, sauf le droit de parler de cette profession. Et je pense que cette profession est une sauce dont on connaît les ingrédients constitutifs. Tout à fait. Alors, Yves-Patrick Loco, je ne sais pas si vous avez été, comment dirais-je, l'un des tout premiers à écouter un peu cette réaction attendue du président sénégalais Macky Sall sur sa supposée, on va dire, comment dirais-je, son envie d'aller pour un troisième mandat. Heureusement, il a dit non. Je dis heureusement parce que c'était la crainte de tout le monde. Et l'un des premiers sites à l'annoncer, c'est quand même Diarobi. Alors, dites-nous justement, comment avez-vous apprécié cette réaction du président sénégalais? Il faut tout d'abord mentionner que je ne l'ai pas suivi en direct. C'est vrai que c'était un rendez-vous télévisuel très attendu, un rendez-vous radio-télévisé très attendu que je n'ai pas suivi parce que j'avais programmé de faire autre chose, mais je faisais foi au relais sur les réseaux sociaux numériques, au relais sur les sites d'information. Donc, en temps réel, j'ai suivi ça, mais pas à la télévision directement. Et je ne sais pas si c'est au cours de l'émission qu'on va y revenir. Vous voulez tout de suite? Nous y allons, puisque c'est le premier sujet au rôle de cette émission aujourd'hui. Bon, que Macky Sall fasse un discours, une déclaration pour dire qu'il n'est pas intéressé par un troisième mandat, moi je pense franchement que c'est un non-événement. Oui, un non-événement a priori, parce que c'est comme si, vous voyez le bâtiment qui abrite la radio où nous sommes ce vendredi soir. Supposons que ce ne soit pas une propriété de la direction et que c'est une maison qui est louée et qui a un contrat. Donc, enfin, cette maison, les bailleurs et ceux qui l'utilisent actuellement ont un contrat qui finit à une date bien déterminée, disons décembre 2023. On sait que la direction de la radio va partir de là. C'est un contrat qui est déterminé à l'avance. Donc, fait planer le doute que c'est en janvier qu'on va partir ou qu'on va partir peut-être bien après ça. Je ne vois pas l'intérêt de cette sortie-là, puisque le mandat était toujours en cours et rien n'annonçait, du moins rien n'annonçait une campagne électorale qui doit commencer normalement en janvier, fin janvier, si l'élection présidentielle de février 2024 au Sénégal se tenait dans les tout premiers jours de février 2024. Donc, franchement, c'est une habitude de certains chefs d'État africains que la jeunesse africaine, que le microcosme politique africain, et que tous les Africains devaient décourager normalement. Parce qu'un contrat, c'est un contrat. On n'a pas à dire, on n'a pas à se prononcer sur le fait qu'on doit partir ou qu'on ne partira pas. C'est ne pas respecter le contrat qu'on a signé avec le peuple, le contrat qu'on a signé avec ses mandats, le contrat qu'on a signé avec la population. Alors, Vincent Fortuné Assoba, l'élément nouveau ici, l'élément quand même qui jette un peu plus on va dire, de mordant, voilà, à la situation, c'est quand même cette suspicion-là qu'on a à voir ce monsieur en ligne pour un troisième mandat, ce qui même a valu ses heures et ses morts au Sénégal.
bien sûr, des morts et de violents affrontements à cause de cette idée ou de cette manière de faire planer les doutes sur un troisième mandat ou non. Je crois que moi j'ai suivi le président sénégalais de bout en bout, mais malheureusement je n'étais pas si satisfait de certaines de ces phrases. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé au Sénégal, c'est entre début juin, je crois que c'est extrêmement dangereux. Et comme nous l'avions écrit en son temps, le Sénégal brûlait. Oui, le Sénégal brûlait parce que le président a voulu faire planer le doute sur son départ. Aujourd'hui, c'est vrai, il est salué de par le monde pour avoir dit non, mais pourquoi avoir gardé le suspense? Comme Yves Loco l'a dit tout à l'heure, mais c'est un contrat. On sait que tu finis tes 2 mandats, tu dois t'en aller. Pourquoi vouloir... Et imaginez, vous voyez comment ils sont malins, la veille de ce message à la nation, des milliers de maires, de je ne sais quoi, d'imams, se retrouvent pour dire on invite le président à aller à un 3e mandat. Alors que c'est ça qui a fait brûler beaucoup de choses en début du mois. Et vous, la veille où le monsieur veut faire son message à la nation, vous vous retrouvez, vous dites, vous savez, c'est une manière également ce n'est pas le peuple, ce n'est pas les hommes politiques, c'est le peuple à des moments donnés, c'est ce biais-là qui contribue, qui amène le peuple, qui amène les dirigeants à aller là. Ça leur coûte quoi? Est-ce qu'on a besoin de les solliciter pour un 3e mandat? Le monsieur est venu au pouvoir en 2011. Il a fait un 1er mandat. Il a fait un 2nd mandat. Il a fini. Est-ce qu'il y a quelqu'un, on va dire, lui, il est irremplaçable? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si Macky Sall mourait, on ne le souhaite pas. Donc, ça veut dire que le Sénégal allait s'arrêter pendant qu'il était président? Non. Et pourquoi on veut que ça soit lui qui continue? C'est des comportements qu'il faut bannir des rangs des hommes politiques. Et même, on voit des religieux qui s'en mêlent. C'est extrêmement dangereux. Parce que c'est ça qui brûle nos pays africains. En fait, c'est la règle des courtisans. Bien sûr. Pourquoi être-vous surpris? Non, mais il y a une loi qui régit le fonctionnement de l'État. Vous êtes courtisan, mais et vous savez que quand vous faites ça, ça va brûler le pays. Et ça n'a pas raté. Vous pensez que si le lundi dernier, Macky Sall disait que lui, il est partant pour un 3e mandat, le Sénégal serait calme comme ça? Mais non. C'est pourquoi moi je dis, quoi qu'en soit le résultat aujourd'hui, on peut s'en réjouir. Parce que on voit que en Afrique de l'Ouest, le 3e mandat est en train de s'ériger en règle. Alors que quand on prend l'Afrique de l'Ouest est un exemple quand même en matière de démocratie. Mais malheureusement, ces dernières années, on voit que, bon, allez, ça y est. L'Afrique de l'Ouest aussi sombre. Oui, l'Afrique de l'Ouest a commencé par sombrer. Et puis, on pense que on peut se taper le nombre de mandats qu'on veut. C'est extrêmement dangereux. Macky Sall l'a bien fait. Et comme lui-même, il a dit, c'est une décision réfléchie, mûrie. Et il sait que si jamais il allait dans ce sens, ça n'allait pas marcher. Il fallait se rappeler de 2011. Parce que en 2011... Avec Wade, l'entêtement avec de Wade. Wade, voilà. Et les Sénégalais lui ont flanqué une correction au grand jamais. Lui-même, il n'était pas loin de là. Parce que non seulement il allait brûler est-ce qu'on peut le dire Sénégal... que lui, il a redouté un peu ce pied le nez du peuple? Tout à fait, tout à fait. On ne va pas exclure ça. Hein. On ne va pas exclure ça. Parce que le pouvoir est juteux.
s'il trouvait la possibilité de dire je suis candidat librement, il va le faire. Il va le faire. Mais la honte. Mais lui-même, il a dit, il a donné sa parole. D'accord. Aujourd'hui, il a respecté sa parole. Il veut respecter son honneur. Qu'à cela ne tienne. Mais, il avait déjà commis l'erreur de faire planer le doute. Et ça a créé beaucoup de dégâts. Des pertes en vies humaines. Le gouvernement dit 16. Mais l'opposition parle d'une trentaine de personnes. Et pas fini, voilà le résultat. Je ne suis pas candidat. Pourquoi, quand les choses ont commencé, il ne pouvait pas dire très tôt, écoutez, arrêtez-moi ça, je ne suis pas candidat. Justement, sur cette question, on va retourner vers Julien Petit. Pourquoi ne pouvait-il pas, déjà arrêter tout ça en se déclarant pas d'accord, pas tout à fait prêt à prendre le pari d'un troisième mandat? Bon, je vais répondre frontalement. C'est le principe des rapports de force. Il aurait été... Il faut que des gens meurent pour ça. Non. Nous déplorons tous. C'est quand même... que ce soit le chiffre de l'opposition qui parle d'une trentaine, que des pouvoirs publics qui parlent de 16 personnes. C'est des vies humaines qui sont parties. C'est des jeunes. Même si c'est une seule vie. Voilà, c'est important. Il faut le déplorer. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dans les rapports de force entre quelqu'un qui est au pouvoir et puis le peuple, une partie du peuple, qui est positivement ou négativement manipulé par des leaders politiques. Parce que les jeunes qui sont dans la rue au Sénégal, ces groupes sont aussi en connexion avec d'autres leaders politiques qui n'ont pour tout objectif finalement aussi que d'accéder au pouvoir et de l'exercer. Macky Sall le sait. Et Macky Sall, un dirigeant, il se lève pas parce que en 24 heures, ça chauffe dans la rue pour venir comme quelqu'un qui a désormais la trouille pour venir dire je ne serai pas candidat. Alors, si vous en venez à lui reprocher de n'avoir pas dit je ne suis pas candidat. Assez tôt? Oui, mais ça revient à ce que vous rangez dans le camp de ceux dont Yves-Patrick Loko déplorait les comportements. Pourquoi le peuple aussi avait besoin que Macky Sall vienne dire simplement je ne serai pas candidat en 2024? Pourquoi? Quand il a fait entendre le contraire. Pourquoi on ne pouvait pas le regarder comme quelqu'un qui n'est pas au-dessus de la loi et que ce qu'il dit, là, tant que ça ne respecte pas la loi, tant que les moules démocratiques juridiques qui sont là ne lui permettent pas, on dit il est en train de dérailler. Vous avez parlé là de rapport de force. Oui, en fait, c'est lui qui a le pouvoir et c'est lui qui est là. Ce que moi je veux, ce vers quoi je veux vous amener, c'est quoi? Moi, c'est peut-être pas des formations professionnelles. Quand il y a ces situations qui se passent, même s'il y a des drames qui se produisent, après avoir déploré ça, je ramène ça un peu à la réflexion sous le prisme de la communication politique, sous le prisme du droit. Et ça me passionne d'analyser ça. Je vois les faits et gestes de chacun, je dis, mais voilà, pourquoi il a fait telle chose et tout. Je vous dis, le peuple, une partie du peuple qui est dans la rue au Sénégal, vous voyez, subitement, les acteurs clés de l'opposition sénégalaise se sont entendus. Ils ont fait comme une coalition tacite pour se braquer contre Macky Sall parce qu'ils avaient des signes avant-coureurs. La menace est là. Oui, la menace est là. Mais si notre l'arsenal juridique institutionnel dans nos pays est suffisamment solide, si nos conseils ou cours constitutionnels sont suffisamment crédibles, si nos institutions sont crédibles, qu'un président de la République au pouvoir, alors qu'il sait que le contrat qu'il a fait avec le peuple, le contrat qu'on lui a donné, c'est d'abord le contrat, si c'est un mandat de 5 ans, c'est d'abord un mandat de 5 ans. C'est même pas un mandat de 10 ans. C'est même pas 10 ans. Vous avez un mandat de 5 ans. Vous remettez le mandat en jeu. On vous autorise à le remettre à vous représenter. Vous courez le risque même d'échouer. D'accord? Il est déjà arrivé que ça se passe comme ça. À des gens, Nicéphore Soglo a fait un mandat au Bénin. Il a été candidat une seconde fois, il a échoué. Oui, parce qu'on l'a traité de naïf.
Mais vous allez en France, Hollande a fait sa présidence, il a fini. Lui-même, il a pris le choix délibéré de ne pas être candidat. Il a compris son incapacité. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que le débat politique dans nos pays africains se réduit à un comportement qui frise nous-mêmes qui disons, nous voulons un état de droit basé sur la loi. Nous tous, nous nous entendons pour nous comporter comme des gens pour qui la loi ne dit rien. Moi, par exemple, c'est vrai. Quand le président Boni Ayi finissait son deuxième mandat au Bénin, j'étais en position où je signais des chroniques politiques et tout, mais moi, j'ai signé une chronique où j'ai dit, j'ai plus rien à cirer avec Boni Ayi. Pour moi, Boni Ayi n'est plus dans le débat. Je vais l'écouter maintenant sur son bilan, ce qu'on peut retenir de son bilan 10 ans de gouvernance, et s'il doit soutenir un candidat, ce que ça peut apporter au candidat, comme ce que ça peut lui représenter comme handicap. Mais Yahi Boni, chaque fois qu'il passait quelque part, vous dit, je vous jure au nom de Dieu, bon Dieu, je suis devant le pape, je suis sur la Bible, je ne vais pas faire un troisième mandat. Moi, ça ne me préoccupait pas. Et j'invitais les auditeurs à ne pas s'en préoccuper. Parce que si nous sommes sérieux, tous ceux qui sont dans les instituts, qui est-ce qui valide les candidatures? C'est encore l'appareil étatique. Mais si l'appareil étatique est animé par des gens sérieux et que c'est sur la base de... Donc le problème que nous avons... Est-ce que c'est le cas? Non, dans nos pays. Le problème que nous voulons là. Oui. Est-ce que nos institutions sont si fortes? Est-ce que nos institutions sont si crédibles pour que, comme vous le voulez bien, on puisse leur faire confiance et oublier, disant que bon, ils vont dire le droit et puis le problème est réglé? Prenons l'énergie que nous gaspillons à penser que nous allons tout le temps crier, respectons les institutions que nous nous sommes données, respectons les lois que nous nous sommes données. Au même moment, nous jurons que seule la rue peut se substituer à ces institutions. Mais l'exemple peut vous démentir. L'exemple ivoirien est là. Alassane Ouattara, il est en train de gérer son troisième mandat et de manière vraiment... j'arrive même pas à trouver de thème. Ok. L'exemple que vous venez de donner donne le lot à mon moulin pour montrer que je ne vais pas oser que jusque dans ce studio, vous êtes allé allonger les rangs des naïfs par rapport à ce comportement de Macky Sall. Ou à la naïveté. La naïveté, c'est que quand vous prenez l'exemple de Ouattara, vous allez comprendre que ce n'est pas parce que Macky Sall aurait fait cette déclaration qu'on serait sorti de l'auberge et qu'il n'aurait plus de possibilité de faire un troisième mandat. Parce que Ouattara a fait une déclaration plus ferme que ça. En disant, moi j'ai fini, je suis prêt à laisser la main à, non seulement la loi ne me permet, je suis prêt à laisser la main à la nouvelle génération. Non, il a dit, je suis prêt à laisser la main à la nouvelle génération, je vous le promets. Mais il ajoute, et c'est la seule similitude entre les deux, il ajoute que, bon, même s'il voulait, la loi le lui permet. Parce que l'interprétation que lui, chef d'État, fait de la loi là, il se dit que c'est au-dessus de l'interprétation et tous ceux qui sont dans les conseils constitutionnels, tous ceux qui sont dans l'appareil judiciaire, tout le peuple là, fait. Macky Sall pense la même chose. Moi là, la déclaration de Macky Sall, quand je me suis intéressé à ça, je me suis retrouvé plus dans le schéma Ouattara que dans le schéma que vous célébrez à travers le monde. Et je suis surpris. Parce que la stratégie, c'est quoi? Le Sénégal s'était retrouvé à un moment où tous ceux qui disaient « nous soutenons Ousmane Sonko, il ne doit pas faire la prison ». La vraie raison, Ousmane Sonko est un des deux camps de l'opposition comme de la mouvance au Sénégal, est un sujet prétexte. D'accord? Le vrai problème, c'est élection présidentielle. Il ne faut pas que Macky Sall demande à rester. Parce qu'il faut qu'il quitte là pour que la voie s'ouvre pour les jeunes leaders. Et nous, notre leader, c'est Sonko. Mais vous avez vu le comportement de Idrissa Seck. Il dit Ouattara comment on appelle Macky Sall, je lui ai dit en face, je veux me présenter aux élections présidentielles, tu as fini tes mandats, eh bien c'est le moment. Et il sait que sur la question de troisième mandat, lui ne sera jamais d'accord avec lui. Mais à la suite, Idrissa Seck critique sévèrement Ousmane Sonko.
et le présente comme quelqu'un qui... Parce que derrière ça, quand Macky Sall va sortir du jeu, Ils vont s'affronter. Bien sûr. Et les Idrissa Seck vont dire, mais d'où il vient ce jeune Sonko pendant que nous, on faisait les va-viande, les WAD, et tout, on subissait tout ça. À ce moment-là, Idrissa Seck n'en savait rien par rapport à la décision de Macky Sall. Non, il le sait. Il sait, comme tout le peuple sénégalais, que Macky Sall disait, il a encore la possibilité de se présenter s'il veut. Et il disait, il y a ce langage là qui dit, nous allons poursuivre les œuvres. Il a répété dans sa déclaration, s'il vous plaît. Personne ne s'est occupé, malheureusement, de la suite de la déclaration. À aucun moment, Macky Sall n'a reconnu que c'est illégal qu'il parle de sa possibilité de se représenter. Il se positionne maintenant comme quelqu'un qui, d'ailleurs, il a dit que la volonté du peuple sénégalais est au-dessus de lui, sa volonté. Et que c'est pour ça. Mais tout ça, c'est des mots. Non, attendez. Parce que dans le cas ivoirien, vous parlez de naïveté, alors que malgré tout l'arsenal juridique, l'Ivoirien s'est présenté. Mais l'Ivoirien s'est présenté, d'accord, contre tous les tests ivoiriens. Justement, ça pouvait être le cas aussi ici. C'est pour ça que les gens ont pris les barrières, on va dire. Mais en Côte d'Ivoire, la rue aussi, ça grognait. C'est pourquoi Ouattara avait dit, je ne vais plus prendre. Et pour calmer les gens, les endormir et finalement prendre. Oui. Pourquoi vous ne craignez pas que Macky Sall dise ça pour que... Et fasse le contraire. Non, fasse le contraire. Oui. Mais vous le célébrez maintenant comme quelqu'un qui dit que certains disent, bon, vraiment... qui le célèbre. Oui, mais... Les oiseaux de même plumage. Donc, vous étiez en train de donner... Là, on se rejoint, vous étiez en train de donner l'exemple ivoirien comme pour le démarquer de l'exemple sénégalais. Je suis en train de vous démontrer que c'est du pareil au même. Non, donc, moi, dans ma question, c'est pour aller un peu contre vous qui semblez déjà être totalement, on va dire, d'accord et qui célébriez même le fait que le peuple n'avait pas à se préoccuper des états d'âme de Macky Sall. Non, je dis le peuple a à se préoccuper des états d'âme de son chef. Mais quand son chef commence pas à dire des choses insensées, commence pas à dire des choses que la loi empêche de réaliser, il faut faire ce débat dans les instances, des espaces. Mais c'est encore celui-là qui est chargé d'appliquer cette loi-là. Qui? Celui qui est garant de l'application de la loi. Je veux parler du désolé. président de la République. Je suis désolé. Puisque aujourd'hui, en l'état des constitutions, en l'état actuel des constitutions en Afrique, aujourd'hui en Afrique, il n'y a nulle part où c'est le chef de l'État qui décide de l'application. Mais finalement, c'est quand même le chef de l'État qui a le dernier mot. Si vous voulez parler c'est le constat. Non, en fait. s'il te plaît. Si vous voulez parler, vous voulez mener avec moi le débat de la violation de la loi qui se trouve dans les gènes fondamentales. Mais dites-moi, vous voulez faire ce débat ou dites-moi, est-ce qu'on veut faire un débat sur ce qui doit se faire? Quand vous dites que c'est celui-là qui est chargé d'appliquer... Ce qui doit se faire, mais qui ne se fait pas. Oui, qui ne se fait pas. Oui. Le président de la République, il est une personne. Le reste là, on est plus nombreux que le président de la République. On est plus nombreux, je suis entièrement d'accord. Mais ce que Peggy dit, c'est vrai, c'est pas faux. Que ça soit le président de la République qui se retrouve encore au niveau de ces institutions. Je vous donne le cas de la Centrafrique où le président Touadéra devrait chercher à briguer un troisième mandat et la présidente de la Cour constitutionnelle dit niet. Les tests ne vous le permettent pas. Mais le lendemain, qu'est-ce qu'on a fait? Elle a été démise simplement de ses fonctions. Oui, Pourquoi? Pourquoi? Parce que le président se croit au-dessus de tout. Non, alors que l'institution, Cour constitutionnelle ou Cour suprême ailleurs, on sait que c'est l'institution qui décide de qui doit aller, de qui ne doit pas aller, selon les tests. Est-ce qu'en tant que journaliste, vous êtes allé plus loin en allant interroger précisément les tests en vigueur en Centrafrique en ce moment, pour savoir est-ce que le président en exercice a été fondé juridiquement à démettre s'il était fondé... Non, le président n'est pas fondé à démettre le président. Il n'est pas fondé. Ok, le chef de l'État n'est pas fondé. S'il n'est pas fondé à le faire et qu'il le faisait, alors là, nous sommes dans un état de non-droit.
Et non, attendez. Au Sénégal, on n'est pas encore dans un état de non-droit. Parce que, on n'est pas encore arrivé à l'étape où, Macky Sall dépose une candidature. Et puis, Macky Sall et ses partisans qui disent, on est tellement fiers de notre président, il est tellement le demi-dieu, c'est sa maman seule qui fait des enfants intelligents au Sénégal, que c'est lui seul qui doit rester éternellement. Laissez-les dire ça. Répétez chaque fois à ceux qui ne le savaient pas. Si moi je suis à la place de ces personnes, chaque fois que les autres sont en train de dire ça, je dirai chaque fois à ceux qui ne sont pas encore informés, qui ne sont pas capables de faire ça. La loi ne le permet pas. Un peu comme Ousmane Sonko. Très bien. Vous voyez, Ousmane Sonko, ce jeune, pourquoi il est devenu subitement plus populaire que les autres opposants? Au point que de l'extérieur, on a l'impression, et une bonne partie du peuple sénégalais, on a l'impression que si quelqu'un doit remplacer Macky Sall aujourd'hui, c'est lui. Et pourtant, il est de très loin. D'accord? Il n'est pas plus expérimenté politiquement que beaucoup d'autres qui sont là. Mais c'est parce que toutes les fois que les autres, toutes les fois que Macky Sall et ses gars brouillaient les pistes et faisaient des déclarations anticonstitutionnelles et voulaient les faire accepter aux gens parce qu'ils pensent que c'est eux qui peuvent développer le Sénégal, le gars allait point par point et dans un bon timing dire ils ne sont pas capables de le faire. Il disait Macky Sall sait qu'il ne peut pas le faire pour telle et telle raison. Est-ce que vous savez que à la veille de la déclaration de Macky Sall, Sonko a fait une déclaration depuis sa résidence surveillée. Il a appelé à la mobilisation générale. Alors, parce que en parlant de mobilisation générale, là, il a compris qu'il a poussé Macky Sall à n'avoir peur que de ça actuellement. Et ce qui n'est pas bien chez Sonko ou chez les gens du PASTEF en général, c'est de toujours appeler à la descente dans les rues. Et c'est ça qui a occasionné la mort qu'on regrette de nombreux jeunes Sénégalais. Non, on peut faire les choses autrement. On peut aller vous pensez que s'il n'avait pas lancé ces mots d'ordre, Macky Sall allait adopter la position aujourd'hui qu'il a? Oui, mais le langage de la rue n'est pas forcément le langage approprié pour régler des situations. Oui, ça c'est pour les angélismes. Mais je voudrais vous rappeler que exactement en 2011, c'est exactement la même chose que Macky Sall a fait pour appeler le peuple pour dire que son adversaire, Wade, ne comprend que le langage de la violence. Donc il a appelé à ce que la population descende dans la rue. Il a relayé une méthode qui est synonyme d'échec de l'intelligentsia africaine. Je pense qu'on pouvait faire autre chose, appeler à un dialogue politique, appeler à une conférence. Vous serez entendu de qui? Il faut provoquer le débat. Macky Sall n'est pas au-delà du peuple sénégalais. Macky Sall, derrière lui, c'est vrai, il y a des partisans, il y a ces religieux qui ont appelé à ce qu'il brigue un troisième mandat, par exemple. Mais au-delà de ça, il y a les autorités morales qui sont les califes qui sont là-bas. Le grand calife des mais vous avez entendu tout à l'heure, Vincent Fortuné Assoba le dire, quand à la veille vous voyez des imams, des maires et autres, des autorités religieuses qui de la stratégie de communication politique, laissez-moi les gens disent ça la veille, pour que lui vienne dire bon, malgré les appels, l'approche que vous prenez, pour qu'on l'érige en héros national. L'approche que vous prenez là, pensez-vous qu'elle va, prospérer dans une pareille circonstance? Il n'y a pas les vrais, les gens qui ont plus d'influence au Sénégal. Voilà que ça n'a pas été expérimenté. On aurait pu aller franchement à un dialogue au Sénégal, éviter ces pertes en vies humaines là. C'est bien regrettable. Maintenant, il y a une chose que Macky Sall se lève pour dire qu'il ne va pas briguer un troisième mandat, et l'autre chose, c'est qu'il respecte réellement ce qu'il a annoncé de faire, parce que justement, parce que c'est possible pour lui de ravaler ses vomissures.
Je ne parlerai pas en termes de ravaler de vomissures, mais nous sommes en juillet 2023, février 2024, c'est loin, c'est proche également. Il y a des semaines qui nous séparent de cette échéance de février 2024. Il y a des situations qui peuvent arriver. Je ne voudrais pas parler comme le numéro 2 du PASTEF qui a actuellement des problèmes parce qu'il aurait fait une similitude avec la situation ivoirienne ou Ouattara ayant promis qui ne se représenterait plus l'affaire quand même. Afin de faire retomber la tension et est revenu sur cette décision. C'est arrivé, mais je déplore également les déclarations de ce numéro 2 du PASTEF là, parce qu'il a dit des choses qui ne pouvaient pas être vérifiées. Il a appelé les partisans de Macky Sall, par exemple, à éviter d'aller chez lui. On comprend, il faisait une similitude. Il organise une rébellion, c'est ça? Pas une rébellion, non. Entre les partisans et... Non, il les prévient, il a parlé de la situation malheureuse. On a eu des décès de dirigeants ivoiriens. Je veux parler de... D'accord, il a fait le parallèle. De Grand Koulibaly, Ahmed Bakayoko et autres. C'est vrai, et il a peut-être su un coup de tête, su un coup de colère ou d'émotion, sous le coup de l'émotion. Fait cette déclaration-là, il a regretté. Il a dit, hier jeudi, voilà, il a présenté ses excuses parce qu'il est allé très fort. Un peu trop loin. Un peu trop loin. Mais rien ne dit que d'ici à février prochain, qu'il y ait revirement de situation au niveau du Sénégal. C'est peut-être pour apaiser la tension qui est montée. Donc c'est stratégique. D'un grand cran, on va le dire ainsi, au Sénégal, mais ce faisant, au pays de la Teranga. Ce faisant, il peut s'être enchaîné. Il peut être enchaîné, c'est-à-dire à sa décision. Oui, il peut être enchaîné à sa décision, mais c'est un politique africain. Donc vous pouvez pas tenir votre promesse. Les promesses qu'ils font, voilà, les promesses qu'ils font ne se tiennent pas souvent. Voilà. Merci beaucoup, Yves-Patrick Loko. Julien Kitty, je sais que vous brûlez d'impatience pour reprendre la parole, mais sur ce sujet-là, je vais vous donner juste 30 secondes parce que il faudrait qu'on aille sur le deuxième. Pas de souci. J'ai envie de rappeler un triste tableau que nous avons en Afrique, mais avec l'assurance, qu'on peut y travailler, surtout notre génération et des générations à venir. C'est quoi? Nous avons la culture de susciter les candidatures. C'est une aberration. Nous avons la culture de ne pas respecter la parole donnée. Et nous avons la culture du tripatouillage des tests qui devraient être comme des plus solides que le mur de Jéricho pour parler comme les chrétiens. Vous savez pourquoi? Vous voyez, ce que Macky Sall a dit, si moi j'ai un conseil à donner aux Sénégalais, merci, monsieur le président, d'avoir corrigé, non pas, vous n'avez pas eu un comportement de héros. Vous avez corrigé, vous avez fait une déclaration qui vient corriger, éviter qu'il y ait plus d'effets désastreux de vos propos antérieurs. Il ne devrait pas, il n'avait pas le droit de faire croire que il va violer la Constitution en faisant un troisième mandat. Ça a créé des troubles. Maintenant, il vient faire son mea culpa. Pour moi, il vient présenter ses excuses. Pour moi, il vient réparer ou limiter les dégâts. Mais il dit une chose, même si la Constitution m'en donne le droit. Très bien. Quand j'ai souvent indexé les intellectuels, d'accord? Moi, là, quand je regarde les intellectuels, je me dis, ne regardez pas la rue. Toutes les fois que la rue en Afrique a pris le pouvoir lui a toujours été volé. Actuellement, là, la rue, ceux qui sont dans la rue au Sénégal, là, c'est dominé par quoi? Les partisans de Sonko. Ouais. Est-ce que vous savez qu'on peut organiser les élections au Sénégal maintenant? Même si Macky Sall ne ravale pas ses vomissures pour revenir se présenter, on peut quand même faire de sorte à ce que Sonko soit out. Et la rue là va encore, c'est le schéma qui est en cours, s'il vous plaît. Parce qu'il est sous le coup d'une condamnation. Il est sous le coup d'une condamnation. Suivez mon regard.
le tribunal, la justice sénégalaise est autorisée, les minutes qui suivent donc la condamnation, à aller le prendre, surtout qu'il ne s'est pas présenté, ce qui est une situation aggravante. Mais depuis, on l'a mis en situation, en résidence surveillée. Pourquoi? Parce qu'on a vu que... C'est pour calmer la rue. Oui. La déclaration de tous les intellectuels. Mais les mêmes causes. Tous les intellectuels sénégalais et étrangers. Parce que le Sénégal a beaucoup d'intellectuels ailleurs. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il faut? On leur a posé tout le temps la question, qu'est-ce qu'il faut pour que la température descende? Ils ont dit, il faut que Macky Sall vienne dire, je ne serai pas candidat, je ne serai pas troisième mandat. Quand il est allé voir les chefs traditionnels religieux les plus sérieux au Sénégal, c'est ce qu'ils lui ont dit. Donc, il fait ça. Quand ça descend, est-ce que vous vous êtes interrogé sur quelle est la position de la communauté internationale, les grandes puissances internationales aujourd'hui qui ont des intérêts en Côte d'Ivoire, au Sénégal, pays sous colonisation, encore, entre griffes françaises. Vous connaissez la position de la France? Dès que la rue va se calmer, ça permet, il y a ce qu'on appelle, c'est un repli tactique, ça permet à tout l'appareil de répression du Sénégal de s'organiser. Ça permet à la communauté internationale de trancher la question. Est-ce que on permet à Macky, comme on a permis à d'autres en Côte d'Ivoire et en Guinée, même si ça a tourné au drame après, de faire un troisième mandat? Est-ce qu'on permet ça? Ou bien est-ce que on fait venir un autre? Qui on prend? On discute avec Wade. Est-ce que ton fils il va être docile? On le met. Est-ce que c'est Idrissa Seck? Mais tout compte fait, celui qui a le moins de chances de passer, c'est son corps, parce que lui, tout compte fait, il dit, il s'inscrit en plus de lutter contre Macky Sall, il s'inscrit contre la France, il s'inscrit contre le néocolonialisme. Tout ça, il a les soutiens qu'il a à l'international, c'est les Kémy Séba. Vous pensez que la communauté internationale va trancher en sa faveur? Et donc Macky aurait tout perdu. Il a travaillé. Macky Sall, il fait partie des présidents sénégalais qui ont le plus réalisé des choses. Les gens lui ont certainement dit, mais écoute, si tu fonces comme ça, tu fais face à la rue, on va oublier tout ce que tu as fait. Et même quand tu vas devoir partir, on retiendra de toi le drame de la fin de ton mandat. Donc, rétablis ton image. Mais la question de est-ce que tu pars ou pas, selon moi, n'est pas encore tranchée. Non, elle est toujours posée. Oui. Merci beaucoup. Il y a un problème qu'on traîne en Afrique. C'est le problème, Jules l'a dit tout à l'heure, c'est le problème de nos intellectuels. Et dans cette catégorie d'intellectuels-là, ça me fait me rappeler ce dicton latin, je ne suis pas trop latinisant, summum jus, summa injuria. Ça veut dire que poussé à l'extrême, même le droit peut être à l'origine de situations injustes. Donc, si Macky Sall dit que... Moi, je dirais même ingérable. Voilà, si Macky Sall dit que même si la Constitution lui en donne le droit, c'est parce que à un moment donné, des juristes, des spécialistes du droit ont fait croire que c'est ainsi. Voilà, j'allais... C'est à la mode maintenant de dire, il y a une différence entre un mandat et une candidature. Voilà, donc là, je crois que c'est le problème que nous traînons en Afrique. Parce que nos institutions régulatrices de ces questions ne sont pas fortes. Elles sont toujours contrôlées par le président en exercice, et c'est dommage. C'est vraiment dommage. L'autre chose qui est dommage, je ne sais pas si vous avez l'habitude, comme moi, d'aller dans les stations-service et le liquide que vous est servi, franchement, ne ressemble plus à ce qu'il devrait être. Je veux parler, en fait, de ces vols, des quantités qu'on sert, alors que on a droit à autre chose. Est-ce que vous avez été confronté à cela? C'est vrai que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais on va quand même en parler. On va évoquer la situation, histoire d'y revenir. Oui, je crois que, comme vous, les Béninois, ou comme nous tous, les Béninois ont suivi ce drame-là. C'est un drame, il faut l'appeler un drame. Vous voyez, l'essence coûte cher, déjà. La vie elle-même coûte cher, et que des énergumènes se permettent encore de gruger les populations. L'essence, on n'en trouve pas au bord de la rue, c'est au bord de la rue, on s'en servait et puis ça nous sauvait. À moins de coût. À moins de coût. Aujourd'hui, elle n'existe plus au bord de la rue et on dit, bon, allez à la station. C'est là, maintenant je fais de rang, 2 heures des fois, et je vais à la pompe et on me gruge. Je crois que c'est criminel.
j'ai suivi, et puis on disait, un de nos confrères a écrit comme quoi les autorités refusent de prendre des sanctions. Ce serait dommage qu'ils ne prennent des sanctions contre ces gens-là, parce que, allez voir, ça ne s'est pas fait sur une journée. Depuis la crise, certainement, ils ont commencé par nous gruger de cette manière, par gruger les pauvres populations. Ils ont compris qu'il fallait qu'eux aussi se servent de la crise. Non, c'est pas sérieux. C'est pas, nous sommes nous sommes dans une république et on doit leur appliquer la loi, on doit appliquer la rigueur de la loi, parce que là, c'est pour que ça serve de leçon aux autres. C'est trop, c'est flagrant, et puis c'est criminel que des gens se permettent de se sucrer de cette manière au dos de nous pauvres. Parce que moi, j'amène une voiture, je mets 5 litres. Et dans les 5 litres encore, tu coupes dedans. Est-ce que c'est sérieux? Tu vas où? C'est pas possible. Donc, moi, je crois que il va falloir que la ministre du commerce qui a en charge de ce dossier tape dans la fourmilière et que ça serve d'exemple aux autres pour arrêter la saignée. C'est pas correct. Ce matin, avant de venir, je me suis arrêté à la station pour prendre mes 5 litres et le gars, il insistait. Monsieur, vous voyez? J'ai dit, je vois, vas-y. Même si tu voles, moi, je ne saurais pas. Mais ceux qui vont savoir, là, viendront. C'est ça. Il a fallu les techniciens, les connaisseurs en la matière pour déceler. Donc nous, qui vous a convié à lui dit, oui, il dit de regarder. Oui, on regarde. Voilà, il a mis. Mais s'il a grigé, est-ce que moi je sais? Est-ce que moi je sais ce qu'il a mis dedans? Puisque ça sort de la pompe. Est-ce que moi j'ai vu ça? Il faut les techniciens, et c'est les techniciens qui ont décelé cela. Il va falloir frapper dur pour donner une bonne leçon au reste. Julien Kiti, vous avez 1 minute. Mais je pense que le ministère du Commerce, de l'Industrie, je dois même dire la ministre du Commerce, je vais être direct et frontal. Il faut qu'elle prenne les choses en main. Elle a les rênes du ministère, mais j'ai toujours dit partout, et ça, c'est avec beaucoup d'amour et de patriotisme que je le dis, c'est pas méchant. Il est arrivé dans ce pays la question du ciment. Il est arrivé dans ce pays la question de contrôle de beaucoup de prix. Mais on attend la fin de l'année, on attend que les gens commencent pas à grogner ou que des vendeurs des associations de vendeurs de pain disent non, nous on va réduire le poids, on va augmenter le prix, et c'est pas département, pour qu'après on vienne avec caméra pour leur dire ah non, vous ne devez pas le faire. Mais on constate que le désordre continue. Quand vous allez au niveau des stations, l'un des responsables de l'agence là qui contrôle la vente de ces produits pétroliers là, il a dit sur la radio nationale que ils ont des contrôles réguliers, c'est souvent 6 mois, à un intervalle de 6 mois, et après ils viennent. Et ça c'est régulier. Oui, ça c'est régulier ça. Mais ils font aussi des interventions inopinées. Et c'est justement, et ça c'est au prorata des moyens dont ils disposent. Et moi j'ai eu la chance de lire un document, des travaux de recherche que quelqu'un faisait, dont j'appelle pas le nom, et j'ai pu avoir accès à ce document, et qui a justement travaillé un peu sur cette agence-là, et qui dit que, en fait, si on donnait suffisamment de moyens à ces agences-là, les descentes, d'accord? Non, c'est plutôt dans le secteur des médicaments. Vous voyez, c'est pareil. Tu vois? Pour contrôler la qualité des médicaments, les circuits de vente, la conservation, il faut que les descentes soient régulières. D'accord. Et qu'il y a une technologie tellement développée, et ça existe quelque part dans le monde aujourd'hui, pour qu'on puisse contrôler. Bon, maintenant, on va continuer à voler les gens, et on va continuer à nous dire... On va y revenir. Ceux qui ont acheté pourquoi excusez-moi, avant de partir, je dois dire ça. Les appareils qui sont tombés en panne, là. Si on est venu découvrir ça comme une machination, et que c'est maintenant qu'on veut les isoler, ça veut dire que celui qui est en train de servir n'est même pas bien formé pour détecter que cet appareil, cette pompe-là est en panne.
Personnellement, j'y crois pas. Merci beaucoup. Allez, à vendredi prochain, je crois qu'on va revenir là-dessus et voir un peu le rôle des consommateurs eux-mêmes. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody Bibi, c'est le pied.